Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Alors, avez-vous eu déjà des douleurs, des maux de tête, une fatigue constante, des palpitations cardiaques sans raison médicale apparente? Vous souffrez peut-être d'une maladie psychosomatique dont les origines peuvent être professionnelles. Pour parler de cet état, nous recevons Kawsar Kaderi, psychologue et psychothérapeute. Kawsar, bonjour. Bonjour à toi, Nabila. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette chaîne de vidéos. Merci à toi de m'avoir invité. Quel plaisir de me retrouver avec toi. Kawsar, la psychosomatisation, de quoi parle-t-on? Alors, en fait, c'est une terminologie, le terme pour voir que c'est très simple. Donc, psycho et somatisation. Psycho, c'est tout ce qui relève de la psychologie, de ce qui peut s'apparenter à l'aspect psychologique. Et somatisation, ça vient du soma. Le soma, en grec, c'est le corps. Donc, toutes les maladies qui peuvent atteindre le corps, qui peuvent être d'origine psychologique. Donc, une maladie est dite psychosomatique quand elle ne résulte en fait d'aucune raison organique. Elle est plus d'ordre émotionnel. Donc, on peut dire que c'est un peu un message symbolique qui s'exprime à travers la douleur, qui est dû à un manque de gestion de stress ou une pression interne qui a duré assez longtemps sur le temps. Et dans la personne, s'est trouvé donc dépourvu de tout moyen de défense et qui peut justement verser vers ce mécanisme de psychosomatisation. Donc cette terminologie n'a été acceptée qu'après la découverte de l'inconscient par Freud. Donc Freud, lui, il a soutenu le rapport entre la tête, la psyché et le corps, donc le soma. Comme ça, on va comprendre un peu mieux cette terminologie. Donc le rapport entre la tête et le corps qui a justement maintenant à travers l'imagerie IRM et tout ça, on sait très bien que le rapport il est assez étroit. Donc quand la douleur morale elle est importante et que l'organisme arrive à gérer la situation et à trouver un moyen d'équilibre, ben, les choses passent sans aucun problème. Le stress il devient constructif et on apprend, il nous donne des moyens pour pouvoir avoir de l'élan et aller plus vite et plus loin dans ce qu'on a envie d'atteindre. Le problème de la somatisation se pose quand la douleur morale, elle devient intense et elle atteint un point culminant que la personne n'arrive plus à gérer. Et donc c'est là où le soma, donc le corps, il émet des signaux de détresse. Et les signaux de détresse du corps, c'est la psychosomatisation justement. Quelles sont les situations professionnelles qui peuvent conduire à cet état? En fait, toute situation susceptible d'engendrer un état de tension chronique, d'accord, qu'il soit physiologique ou psychologique. Psychologique ou physiologique. Quand je dis une analogie de la réponse physiologique, c'est-à-dire que je sois face à une situation d'agression réelle ou à une situation d'agression ou une situation menaçante ou frustrante imaginaire, le résultat est le même. Donc je suis face à la même symptomatologie. Donc d'un point de vue psychologique, toutes les pensées négatives qui s'accompagnent au trouble, qui accompagnent le trouble, et d'un point de vue physiologique, donc toutes les manifestations physiologiques que les patients peuvent des fois interpréter de façon négative. Donc justement ceux qui font appel au système neurovégétatif, donc au système nerveux autonome sympathique qui est donc lié à la gestion des émotions. Donc ce système-là qui peut justement engendrer tout ce qui est palpitations, les mains moites, la bouche sèche, les tremblements, les douleurs justement diffuses au niveau du corps, les rétractions musculaires parce qu'on a une rétention de magnésium au moment du stress. Quoi d'autre? La dilatation de la pupille, une digestion qui est mal au point, énormément de symptômes qui peuvent réellement engendrer des difficultés au niveau du travail notamment parce que là on enchaîne avec des idées négatives et ces idées-là peuvent être du genre je suis nul, je ne vaux rien, si j'expose devant les autres je vais avoir un blocage. Le fait de parler de blocage et d'instaurer cette idée négative, cette trace mnésique au niveau cérébral fait que le cerveau il engage un peu ce processus de stress qui mène justement vers la prononciation de ce genre de symptômes
qui peuvent aller très loin, c'est-à-dire qui peuvent passer par la somatisation, par l'enclenchement de certains troubles anxieux, l'installation de certains d'autres, etc. Donc, la douleur existe réellement. Bien sûr. C'est pas imaginaire. C'est pas une douleur imaginaire. Une douleur, elle existe réellement parce que justement, on a dit que le corps et la tête ne sont pas séparés. Donc, quand la tête va mal, le corps aussi va mal parce que ça devient physiologique. Pourquoi? Parce qu'il y a on peut dire qu'au niveau cérébral, la communication se fait via les neurotransmetteurs. Et pour le corps, c'est avec les hormones. Donc le cerveau, il donne l'ordre à l'hypophyse de sécréter justement de donner l'ordre de sécréter certaines hormones au niveau surrénal, etc. Et donc on se retrouve face à des sécrétions d'hormones assez importantes que la personne a du mal à gérer. Et donc, a priori, par excellence, l'hormone de stress est le cortisol, qui est vraiment délétère pour la santé et qui peut pousser la personne à développer toutes les maladies imaginaires, allant de la plus bénigne à la plus grave. Et tout ça, c'est pas parce que le stress est mauvais. Le stress est constructeur et constructif quand il est bien géré, parce qu'on en a besoin. C'est une question de survie. Le stress, c'est un mécanisme d'adaptation à bien réaliser ce qu'on a envie de faire, à se fixer nos limites. C'est très positif. Il faut surtout pas se dire le stress c'est quelque chose qu'il faut obligatoirement mettre de côté. Mais le stress, il devient ravageur quand il dépasse certaines limites et quand la personne vit, c'est-à-dire une longue durée avec des symptômes qu'elle n'arrive plus à gérer et qu'elle arrive justement à la phase d'épuisement, d'où le burn-out, d'où la somatisation, d'où justement les troubles anxieux, d'où les manifestations physiologiques, etc. Pour rester justement dans le cadre des situations professionnelles, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui le manque de reconnaissance comme étant un facteur clé de la psychosomatisation? Bien sûr, le manque de reconnaissance est très important, même pour l'enfant. Donc, si c'est important pour l'enfant, ça ne peut que l'être pour l'adulte aussi. Donc, la reconnaissance et le renforcement positif sont impératifs parce que le manque de reconnaissance engendre obligatoirement des idées négatives et l'installation de cette spirale de l'échec autour de pourquoi je n'ai pas eu de valorisation, pourquoi est-ce que c'est l'autre qui a eu une augmentation, pourquoi est-ce que je suis... Donc, ça aboutit forcément à des idées de je suis nul, je ne vaux rien, ou l'environnement n'est pas bon et je préférerais plutôt changer. Donc voilà, on se retrouve face à des scénarios où le repli sur soi et la remise en question qui n'est pas valable parce que ce sont des idées qui sont plus spéculatives que plutôt réelles, d'accord, ou devant des scénarios où la personne change de travail constamment et sort et va d'une société à une autre en remettant en question toujours le fonctionnement des autres et le comportement des autres. Mais en fait, pour tout ce qui est psychosomatisation ou stress en général, c'est très important de voir en quoi est-ce que la situation me rappelle les situations anxiogènes antérieures. Parce qu'on a toujours un phénomène de répétition. Quand on vit des répétitions dans la vie, on s'en rend pas compte. Mais souvent avec nos patients, c'est-à-dire ils viennent nous dire oui, je suis tombée sur un manager qui n'est pas bon, il était très méchant avec moi, il le faisait exprès, il me mettait face à mes limites, il favorisait tout le temps les autres, je n'ai jamais eu d'augmentation, etc. Mais bon, je veux bien avoir un petit souci comme ça qui est ponctuel, je veux bien. Mais quand on se retrouve face à une répétition, c'est le mari qui pratiquement procède de la même manière avec elle. C'est les autres managers dans d'autres sociétés face à qui on s'est retrouvé face exactement à la même situation de difficulté. Donc il y a un moment il faut se poser des questions. C'est pas le hasard parce que etc. C'est ce que les gens disent. C'est pas une question de hasard ou de chance, c'est tout simplement un mode de fonctionnement qu'il faut revoir. C'est un travail sur soi. Bien sûr, tout à fait. Quelles sont les astuces que vous recommandez pour faire face à cette situation? Donc les astuces, en fait, dans un premier temps, prendre conscience de tout ce qui peut justement engendrer tout ce qui est manifestation de stress, parce que si j'arrive à prendre conscience de ce qui me stresse, j'arriverai à le gérer.
Mais quand je passe mon temps à rationaliser et à justifier tout ce que je fais, je n'apprendrai jamais de mes erreurs. Donc, se justifier, c'est par exemple des personnes justement, ils face aux erreurs, ils trouvent toujours le problème chez l'autre, mais jamais chez lui. Alors qu'une interaction, c'est toujours l'interaction, ça demande donc l'intervention et l'implication de deux personnes, donc deux modes de fonctionnement, deux façons de voir les choses et donc deux façons de gestion différentes qu'il faut prendre en considération. Donc en fait, ce qui serait bien, c'est d'apprendre à canaliser son stress et à bien gérer son angoisse, bien la canaliser aussi pour pouvoir éviter les mécanismes de défense, pour pouvoir mettre en place des mécanismes de défense qui éviteraient justement l'apparition de la psychosomatisation. Le travail, en fait, va tourner autour de deux volets très, très importants dans le fonctionnement humain. Le premier, c'est d'un point de vue cognitif. Donc, la cognition, c'est un peu toutes les idées qu'on a en tête et les pensées qui nous poussent à réagir. Et donc, le volet cognitif et le volet comportemental. Alors, le comportemental, c'est un peu comment je me comporte face à une situation stressante, en passant bien sûr par les émotions. Donc le cognitif, j'aimerais bien vous poser la question un peu. Quand vous avez des idées négatives, comment sont vos émotions ? Négatif, bien sûr. Automatiquement. Voyez-vous, quand on a des idées négatives, on ne peut pas avoir des émotions positives. Donc, si on veut changer nos émotions, parce que c'est ça ce qui pose problème, en fait. Quand le patient vient chez nous, quand on va faire des interventions dans les sociétés, ce qui revient le plus, c'est que j'ai la boule, je me sens pas bien, je suis en colère, ils n'émanent pas du ciel, ils émanent justement d'idées en amont qui se sont installées, que justement, ils se sont tellement ancrés dans l'inconscient parce que c'est des choses qui nous accompagnent que nous, en revit, étant adultes, la réaction implicite du stress, sans pour autant avoir cette réaction et ce vécu explicite qui peut venir me dire, voilà, si je fais ça, c'est parce que j'ai vécu une situation de rejet ou d'abandon ou qui me pousse à voir le rejet, par exemple, chez tout le monde. Ça, c'est un exemple typique aussi. Donc, le fait de travailler sur le volet cognitif me permet d'apporter un regard nouveau sur la situation, un regard avec plus de recul et plus de distance, me permet d'identifier un peu, toutes les situations anxiogènes qui ont précédé cette situation-là, et donc le phénomène de répétition dont on a parlé, et me permet aussi de voir en quoi est-ce que la personne crée elle-même finalement ces états de stress. Kawsar, merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi notre épisode. À très bientôt.